Babacar Fall, bonjour. Bonjour Lika. Vous êtes le secrétaire général du GRADEC et pour cette 3e édition du Forum des partis politiques, vous aviez décidé de parler de certaines thématiques qui ont trait, par exemple, à la consolidation de notre système démocratique, avec quelles réformes pour un processus électoral transparent et consensuel. Il y a également un autre thème qui porte sur la contribution, sur la problématique de l'autorité en charge des élections et son modèle institutionnel. Quelle est la pertinence d'avoir choisi ces deux thèmes 2 mois après l'organisation de l'élection présidentielle et à la veille de l'appel au dialogue lancé par le chef de l'État? Je vous remercie, Lika, et vraiment pour ces questions que vous avez posées, qui sont des questions très importantes. Vous savez, nous sommes à la 3e édition de ce forum que nous avons, disons, réalisé en 2 étapes. La première étape, nous l'avons fait avant l'élection présidentielle donc de février 2019, et nous avions parlé de thématiques en rapport avec l'actualité donc de l'époque, qui était la gestion des opérations électorales. Il y avait des questions maintenant qui étaient très importantes, mais que nous n'avions pas voulu aborder avant l'élection parce que c'était des questions quand même assez sensibles, et compte tenu de la proximité également donc de l'élection, il était difficile sur ces questions de réaliser des consensus. C'est la raison pour laquelle nous avons préféré attendre la fin de l'élection présidentielle, voir comment les choses allaient se passer pour discuter de ces problématiques que vous avez donc évoquées tout à l'heure. Alors, les problématiques là sont de 2 ordres. Il y a la question du modèle institutionnel de gouvernance des élections au Sénégal. Comme vous le savez, avant l'élection présidentielle, il y a eu beaucoup de débats sur la question de la personnalité en charge de l'organisation des élections, en rapport avec justement le fameux ou la fameuse intervention du ministre Aly Ngouille Ndiaye, qui avait quand même déclaré qu'il allait faire tout pour faire gagner son candidat, etc. Donc, ça avait soulevé un tollé général et beaucoup d'acteurs politiques avaient commencé à récuser le ministre de l'Intérieur quant à sa capacité à organiser les élections en toute impartialité. Mais voilà, alors à l'époque, nous avions dit qu'on était presque arrivé aux élections. Ensuite, on a vu le président de la République sur cette question dire que vraiment son fameux donc Doumokodef, quand les gens ont posé la question donc du ministre de l'Intérieur. Alors, nous avions dit, écoutez, nous ne voulons pas nous focaliser sur la personne du ministre Aly Ngouille Ndiaye. Nous, vraiment, notre perception, c'était d'aller au-delà et d'engager une réflexion sur le modèle institutionnel. Parce que, compte tenu donc de l'expérience, nous avons connu plusieurs modèles. En 2000, vous vous souvenez, lors de la première alternance démocratique, nous avons eu le général Lamine Cissé, qui était une personnalité neutre que le président Diouf avait mis à la tête du ministère de l'Intérieur. Alors, après l'alternance, nous avons eu un ministre de l'Intérieur, disons, partisan, jusqu'en 2012, où vraiment l'opposition a contesté la capacité du ministre d'alors, Ousmane Ngom, à organiser des élections en toute impartialité. Le président Wade donc avait effectivement donné droit à cette revendication de l'opposition en nommant un ministre de l'Intérieur neutre, non partisan, qui était Cheikh Gueye, qui était un inspecteur d'État, qui était ancien directeur général des élections. Alors, après la deuxième alternance le métier, je sais pas, a été remis donc à l'ouvrage, et on a un ministre des élections aujourd'hui partisan, qui est responsable, qui est maire responsable de premier plan de l'APR. Et ça a posé beaucoup de suspicions, beaucoup de controverses. Les gens alors se disent que, est-ce qu'il ne faut pas réfléchir sur un modèle qui nous permet d'avoir soit une personnalité neutre, soit on sépare le ministère de l'Intérieur en lui laissant ses attributs en matière de gestion de la sécurité, et on crée un ministre des élections confié à une personnalité neutre, ou bien on met en place une haute autorité chargée de la démocratie, chargée de la modernisation du système partisan et de l'organisation des élections. Alors c'est la raison pour laquelle nous sommes dit, puisqu'on est sorti de la fièvre de l'élection présidentielle, avant peut-être d'autres échéances, il faudrait qu'on puisse discuter de cette question-là pour arriver à un consensus. La deuxième question maintenant, qui fait l'objet maintenant d'un deuxième panel, c'est la question un peu des réformes. Parce que vous savez, on est toujours nostalgique du code consensuel de 92, mais aujourd'hui, on n'est plus dans le code consensuel de 92. Parce qu'en temps, le code a suivi tellement de modifications, et surtout unilatérales, qui font qu'aujourd'hui, pratiquement, le code est indexé. Il y a beaucoup de dispositions qui sont à l'intérieur, qui ne sont pas consensuelles, qui sont contestées. Les dernières datent donc du parrainage, de la caution, et ensuite, par exemple, de la notion de citoyen électeur,
qui avait été donc mis dans le code avec le changement des articles L54, L57, tout ça. Donc tout ça, ça a créé beaucoup de problèmes. C'est pourquoi nous nous sommes dit qu'il était... Ce qui était essentiel dans ce code consensuel, c'était certainement ce caractère consensuel. Absolument. On ne voit plus, il y a énormément de ruptures de consensus et ça, il faut le relever. C'est depuis l'arrivée des libéraux au pouvoir. Parce qu'en 2007, l'élection présidentielle, les résultats avaient été rejetés par une partie de l'opposition. Absolument. Il y a eu également, qu'en 2011, la contestation qui a été tranchée par la rue par rapport à des réformes constitutionnelles que le président Abdoulaye Wade voulait faire passer à l'Assemblée nationale. C'était le cas bloquant et la nomination de vice-président. C'est ça. Ensuite, il y a eu le pèlerinage à la veille des élections qui s'est fait quand même de manière très unilatérale, de manière cavalière. Certainement que c'est cette absence de consensus fort qui a toujours rythmé la vie politique de notre pays et qui a été remise en cause et qui a posé certainement ces problèmes-là. Vous avez parfaitement raison. Ce qu'on a noté, c'est vrai que c'est depuis l'arrivée des libéraux au pouvoir en 2012, il y a eu une remise en question, par exemple, ne serait-ce que sur la question du mode de scrutin. Si on se réfère à l'histoire, le président Wade, avant d'arriver au pouvoir, disait que, par exemple, le Raw Gadou était unique et qu'il fallait le changer. Mais lorsqu'il est venu donc au pouvoir, mais il a laissé les choses telles quelles. On a un mode de scrutin avec une prégnance, disons donc, du système majoritaire, le fameux Raw Gadou. La question du bulletin unique également, à l'époque, l'opposition sous Wade avait revendiqué le bulletin unique, mais lorsqu'il est arrivé au pouvoir, bon, il ne l'a pas appliqué. Alors, lorsqu'on vient par exemple à la période Macky Sall, c'est les mêmes revendications. Quand ils étaient dans l'opposition, ils ont posé la question du mode de scrutin, la question du bulletin unique. Mais lorsqu'ils sont arrivés au pouvoir également, vraiment, donc ils ne veulent même pas discuter de ces questions. Ce qui fait que finalement, le débat politique, c'est toujours les mêmes points de désaccord, les mêmes problèmes. C'est certainement les acteurs qui changent. Et à ce niveau, je voudrais savoir quelle est votre responsabilité, vous, en tant qu'organisation de la société civile, parce que vous organisez beaucoup de cadres, beaucoup de concertations, il y a de très bonnes propositions qui en sortent, mais par rapport à la mise en œuvre, ça devient un réel problème. Ce qui fait que le débat politique actuellement au Sénégal n'évolue point. C'est ça, comme vous le dites si bien, Lika, aujourd'hui on est dans un éternel recommencement. On a l'impression qu'à chaque fois, c'est les mêmes questions qui reviennent. C'est le bulletin unique, c'est le mode de scrutin, c'est le fichier électoral. Alors, la responsabilité de la société civile dans tout ça, elle est assez difficile à cerner. Parce que la société civile, dans le contexte actuel, n'est pas aujourd'hui une entité homogène. On ne peut pas parler aujourd'hui d'une société civile. Il y a plusieurs sociétés civiles. Chacun est dans son domaine d'intervention et selon ses intérêts du moment agit. Alors, c'est la raison pour laquelle, effectivement, il y a une responsabilité de la société civile. Parce que la société civile n'a pas su, disons, s'ériger en contre-pouvoir. La société civile, à mon avis, ne doit pas être intéressée aujourd'hui à la conquête du pouvoir. Elle ne doit pas être contre les pouvoirs, mais elle doit être aujourd'hui un contre-pouvoir pour effectivement peser, être capable de peser vraiment sur le cours des choses. Mais malheureusement, aujourd'hui, la société civile, parce qu'elle est divisée, parce qu'elle est fragilisée aujourd'hui, bon, c'est confiné dans un rôle juste, c'est-à-dire de sentinelle et d'alerte. C'est comme un arbitre, à chaque fois que quelqu'un commet la faute, bon, un arbitre de touche, on lève le drapeau pour signaler la faute, c'est tout, mais ça s'arrête là. Regardez ce qui s'est passé, par exemple, pour les élections présidentielles dernières. Il y a eu, qu'on le veuille ou non, des irrégularités. Les gens n'en parlent pas souvent, tout n'a pas été quand même rose. Mais personne n'a entendu la société civile. Bon, tout le monde a été dans le lot général, bon, dire que voilà, parce que le jour des élections, les gens sont sortis massivement, il n'y a pas eu de casse, il n'y a pas eu de violence. Vous voyez que les élections se sont déroulées normalement, ça a été crédible. Mais quand on creuse, il y a encore de grandes questions qu'on peut se poser sur la transparence des élections. Et ça, la société civile devait être capable de mettre sur la table vraiment les points de vulnérabilité de ce processus électoral, les difficultés qu'il y a eu, et de proposer des solutions, de poser sur le cours des choses. Malheureusement, on ne le fait pas. On est devenu une société civile, disons, qui s'est peut-être fragilisée. Hein? Et je pense qu'aujourd'hui, il nous appartient, en tout cas, nous essayons, à travers aujourd'hui, en tout cas, bon, une nouvelle façon de voir, de constituer, de créer les conditions pour qu'on ait une société civile quand même combative.
constructive et c'est capable un peu de jouer donc vraiment sur le cours des choses. Alors, de façon plus pratique, Babacar Fall, secrétaire général du CRADEC, quelles propositions concrètes pouvez-vous faire pour aller dans le sens d'une amélioration du processus électoral afin de le rendre beaucoup plus transparent? Vous avez vu au cours des discussions, certaines personnalités ont évoqué les risques qu'il y a à aller à appliquer la loi sur le parrainage pour les prochaines élections locales. On ne sait même plus à quelle date normalement ces élections-là doivent se tenir. Qu'est-ce que vous proposez concrètement pour vraiment atteindre l'objectif de la transparence? Alors, de façon concrète, je pense que ici et maintenant, dans l'immédiat, avant les prochaines élections, je pense qu'il y a un certain nombre de choses qu'il faut préalables, sur lesquelles il faudra discuter. Nonobstant cette question pour moi importante de la personnalité en charge des élections, il faut aujourd'hui poser sur la table la question du parrainage au vu des enseignements que nous avons tirés de la présidentielle. Comment doit se faire le contrôle? Est-ce qu'il est pertinent d'instituer le parrainage pour les élections locales, qui sont des élections par exemple de proximité? Qui doit faire le contrôle, des signatures ou de la présence des gens sur les listes, etc. C'est un problème. Aujourd'hui, quel mode de scrutin il faut appliquer par exemple aux élections locales? Est-ce qu'il faut aller vers un suffrage universel direct, c'est-à-dire qu'avant l'élection, qu'on sache qui va être le maire, ou est-ce qu'il faut continuer le même système en élisant le maire à travers un suffrage indirect, c'est-à-dire on élit des conseillers, ensuite les conseillers entre eux c'est pour élire un maire avec tout ce qu'il y a comme trafic d'influence, achat de conscience, etc. On sait ce qui s'est passé donc à l'époque. Alors donc ça c'est des réformes urgentes qu'il faut aujourd'hui poser. Il y a la question du fichier électoral. Qui a soulevé quand même beaucoup de controverses, beaucoup de suspicions, est donné par le Conseil constitutionnel ou le ministère de l'Intérieur, etc. Sur la question du fichier, il va falloir que les gens en discutent pour voir maintenant est-ce qu'il est même pertinent que ce fichier continue à être géré par le ministère de l'Intérieur à travers la DAF. Il y a d'autres gens qui proposent, comme en Europe, que ce fichier... Voilà, voilà, tout à fait. Ça, c'est un problème. On a fait des audits. À chaque fois, on dit oui, le fichier est fiable, il n'y a pas de problème. Mais quand on va aux élections, on se rend compte qu'il y a des difficultés. Par exemple, pour vous donner un seul exemple, comment pouvez-vous comprendre qu'un électeur ait sa carte d'électeur avec vraiment l'indication de son lieu et de son bureau de vote, et que le jour du scrutin, arrivé dans le bureau de vote, on dit que vous n'êtes pas, non, il n'est pas sur la liste, c'est un problème. Alors, donc c'est pourquoi il y a des acteurs qui commencent à poser, comme cela se fait en France, la gestion du fichier, par exemple, en France, par l'INSEE, l'Institut national de la statistique. Aujourd'hui, les gens disent pourquoi ne pas confier, par exemple, ce fichier à l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, par exemple, en tout cas une structure comme ça. Donc je pense que ça, ce sont des réformes urgentes. Il faut qu'on puisse discuter du code, mais également voir comment arriver, disons, à renforcer les pouvoirs de la Sénat. La Sénat a des pouvoirs, certes, que lui confère donc la loi. Il y a tout un chapitre au niveau du code électoral qui définit les prérogatives de la Sénat. Mais on a l'impression que soit la Sénat a des prérogatives importantes, mais qu'elle refuse d'assumer, parce que les gens reprochent à la Sénat vraiment d'être aphone. Avec tout ce qui s'est passé comme violation de la loi électorale, comme disons irrégularité, on n'a jamais entendu la Sénat. C'est un problème. National autonome chargé de l'organisation de la supervision et du contrôle. Et du contrôle des processus électoraux, de l'élection présidentielle, donc censé être au début et à la fin du processus électoral. Vous l'avez soulevé, on a bien voulu entendre la Sénat sur certaines préoccupations majeures durant le processus électoral ayant conduit à l'élection présidentielle de 2019. Malheureusement, cette autorité administrative censée être indépendante, son indépendance est de plus en plus remise en question. Absolument. Avec un président qui... On dit qu'il est parti à la retraite, qui doit faire valoir ses droits à la retraite depuis très longtemps et qui est maintenu, qui est choisi par le chef de l'État. Absolument. Le budget qui sort de la présidence de la République. Tous ces aspects-là ne garantissent pas quand même une certaine autonomie Absolument. à la Sénat. Qu'est-ce que vous proposez de vraiment concret pour régler cela? Ça, je pense que nous avons eu l'occasion, avant l'élection présidentielle, de faire des tournées à l'intérieur du pays pour monitorer la distribution, faire le monitoring de la distribution des cartes. Mais nous nous sommes rendus compte qu'aujourd'hui, en réalité, la Sénat est ce qu'on appelle un géant au pied d'argile.
C'est-à-dire qu'elle est là, c'est une structure qui est là, qui est présente, mais en réalité qui n'a pas les moyens, disons donc, de sa politique, ou en tout cas de son action. Comment, par exemple, pouvez-vous imaginer que lorsque vous allez à l'intérieur du pays, dans les démembrements de la Sénat, ce qu'on appelle des Sénats, vous trouvez non seulement un personnel démotivé, les gens qui n'ont pas de moyens, vous trouvez par exemple des SEDA à qui on a coupé l'électricité ou qui n'ont plus le téléphone depuis 1 an, qui ont des problèmes de machines, des problèmes de véhicules, tout simplement parce qu'aujourd'hui, le budget de la Sénat est géré par le ministère de l'Intérieur. Alors qu'avant, le budget était géré par le ministère des Finances. C'était vraiment ainsi dans la loi de finances. Vous avez vu tout à l'heure lors des interventions, quelqu'un a parlé du modèle tunisien, où vraiment l'OGE, l'équivalent de la Sénat, défend son budget au niveau donc de l'Assemblée nationale pour conduire jusqu'à son terme, à terme vraiment donc ses missions et ses prérogatives. Quand vous avez une structure que vous êtes censé contrôler et qui vous gère vos moyens, mais elle peut vous asphyxier si elle le veut. Donc c'est ça le problème qu'on a. Alors on ne comprend pas pourquoi la Sénat, bon, qui a des membres qui sont très compétents, mais aujourd'hui qui n'arrivent pas vraiment à faire son travail. Alors ce qu'ils font, c'est ce que les Wolofs disent, Baye Badjandi c'est-à-dire que après les élections, la Sénat vous sort un rapport en vous vraiment donc en mettant des choses, des irrégularités ou en tout cas des choses qui ont été, disons, constatées, mais qui n'ont pas été, disons, dénoncées au moment de l'élection, ou bien sur lesquelles la Sénat, qui a aujourd'hui l'autonomie financière, la capacité à rester en justice, etc., lorsque la loi électorale est violée par l'autorité administrative, la Sénat a un pouvoir de décision, de dessaisissement et d'injonction immédiatement exécutoire. Mais elle ne l'applique pas. Pour vous donner un exemple, il y a eu dans la localité de Goudiri, on a pu, disons, déceler plus de 7000 comment dirais-je, inscriptions frauduleuses au niveau de l'état civil. La Sénat a porté l'affaire donc devant la justice. Mais il n'y a jamais eu de suite. Alors dans ces conditions, comment vous voulez vraiment donc qu'on ait une structure... Bon, bref, donc c'est ça les réflexions qu'il faut. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui, c'est-à-dire pour avoir une structure, disons... recouvrant la plénitude donc de ses prérogatives, de ses moyens, et animé par des hommes également donc intègres. Vraiment, ça, je pense que c'est également un chantier qu'il faudra attaquer. Est-ce que vos résolutions, pour terminer par Babacar, vos résolutions de ce 3e forum des partis politiques vont permettre, ces résolutions, vont permettre d'amoindrir ou d'éradiquer ces dysfonctionnements, ces entreprises qui ont été relevés lors de l'élection présidentielle avant les prochaines élections locales? Nous le pensons, mais il y a d'abord une volonté politique qui doit être, disons, au devant. Parce que lors des 2 éditions précédentes, nous avons sorti, disons, un rapport d'étape avec des recommandations pertinentes et très précises concernant le fichier électoral, concernant le scrutin, concernant les organes de gestion, etc. Et nous avons remis ce rapport au ministre de l'Intérieur vendredi dernier, qui a promis vraiment donc d'en faire une bonne exploitation. Ce rapport, nous l'avons remis également donc aux acteurs politiques et nous pensons que lors des discussions, en tout cas qui vont structurer le dialogue auquel le président a appelé, je pense que ces recommandations que nous avons donc faites vont alimenter un peu donc les débats, vont être, disons, donc en tout cas des points de discussion sur lesquels les gens pourront à la limite peut-être faire arriver à des consensus. Et je pense que c'est un peu l'intérêt de ce que nous faisons. En tant que facilitateurs du dialogue, nous réunissons les acteurs, ce qui est difficile parce que quand le ministère convoque, certains y vont, d'autres n'y vont pas parce qu'ils n'y voient pas d'intérêt. Mais nous, lorsque donc nous convoquons, vous voyez que tous les partis sont là, les non-alignés, l'opposition, la majorité. Ça permet aux gens d'échanger et de dégrossir un peu les problèmes. De telle sorte que nous, les recommandations que nous allons faire vont être des pistes de réflexion qui vont alimenter en fait donc le dialogue, pour que les gens puissent quand même arriver à des consensus. Peut-être paraître, excusez-moi, aberrant pour certains qui vous entendent parler de dialogue, si vous avez fait référence au prochain dialogue que le chef de l'État a évoqué, il a appelé à des dialogues, et dans le même temps, il annonce des modifications importantes de la Constitution, portant notamment sur la suppression du poste de Premier ministre, une
décisions également prises ou annoncées de manière brutale et unilatérale. C'est quand même paradoxal qu'il veuille, qu'il manifeste une volonté de dialoguer et en même temps prennent ces types de décisions-là. Oui, ça peut être paradoxal, vous savez, mais le dialogue, pour moi, il doit être, disons, multidimensionnel, multi-acteur. Il y a aujourd'hui le dialogue politique, sur aujourd'hui, en tout cas, les règles du jeu. Nous, c'est ce que nous privilégions parce qu'aujourd'hui, nous pensons que la question de la dévolution du pouvoir dans le cadre, disons, donc, de mécanismes et de jeux clairs, moi, doit être vraiment réglée. Pour qu'on n'entende plus parler de fichiers, de scrutins, de monde. Et c'est ça, dans cette direction, en tout cas, que nous, pour le moment, nous nous acheminons. Il y a d'autres acteurs de la société civile. Vous avez vu récemment, par exemple, à Saly, à l'Untune, vont organiser donc un séminaire pareil sur maintenant les réformes institutionnelles. Donc, il y a plusieurs choses. Nous, c'est vraiment donc au niveau des règles du jeu que nous intervenons. Et certainement, d'autres acteurs de la société civile interviennent maintenant sur comment, les réformes qu'il faut pour avoir donc des institutions stables. Et c'est là peut-être, à mon avis, donc, que toute cette question-là a son importance. La question des réformes institutionnelles. Est-ce qu'aujourd'hui, la suppression du poste de Premier ministre est pertinente ou pas? Quelles sont les motivations qui sont derrière? D'autant plus que le chef de l'État a fait une campagne, sans parler, disons donc, de ce projet de modification, donc qui porte suppression du poste de Premier ministre, et ses incidences dans la Constitution, parce que je crois qu'il n'y a pas moins de 20 articles qui vont disparaître. Ça, par exemple, c'est des questions fondamentales sur lesquelles nous estimons que le président aurait dû, quand même, disons, ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Parler avec donc les acteurs politiques de son intention de modifier, prendre un peu l'avis des gens avant de prendre des décisions. Ou en tout cas soumettre même la question au référendum pour que le peuple puisse se prononcer. Cela n'a pas été fait. Mais nous, en ce qui nous concerne, nous pensons que, nonobstant ces réformes qu'il faut faire et sur lesquelles il faut trouver un consensus qui n'est malheureusement pas réalisé, nous nous focalisons beaucoup plus sur les conditions d'accès au pouvoir. Hein, disons, la question des règles du jeu. Parce que si ça, vous ne le réglez pas, il n'y a pas d'accord sur les règles du jeu électoral, qu'un acteur, par exemple, puisse, à 2-3 mois des élections, changer des règles, etc., pour que les choses l'arrangent, ça pose problème. C'est la raison pour laquelle nous avons mis le focus sur ça. La question du modèle institutionnel, la question des réformes, pour que les candidats qui concourent à l'expression du suffrage soient égaux et les mêmes chances vraiment de conquérir donc le pouvoir. Ça, je pense que c'est là vraiment, c'est cette direction en tout cas, nous en tant que GRADEC, spécialisé dans les questions électorales, que nous avons, disons, cette direction que nous avons empruntée. Babacar Fall, merci. Merci, c'est à moi de vous remercier, les cas. Merci beaucoup.